Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle entre autres en actualité de médiation municipale, une nouvelle façon de régler des problèmes des citoyens. Au lieu d'aller en cours, on parle de médiation. On va aussi se questionner sur le fait que est-ce que les citoyennes en demandent trop à leurs politiciens? C'est une réflexion que j'ai lue dans Le Devoir, que je trouvais bien intéressante. On va voir ça tout à l'heure. Et en entrevue, on va avoir M. Camille Desmarais, qui est un spécialiste en aménagement du territoire. On va parler d'agriculture et de zonage agricole. Une entrevue, à mon avis, qui va vous apprendre des choses bien intéressantes. En actualité, cette semaine, on parle de services de médiation municipale. J'ai appris dernièrement que la MRC Maria-Chapdelaine va s'ajouter à une liste de villes. Il y a de MRC qui offrent des services de médiation municipale. Bon, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est que dans une municipalité, il y a souvent des chicanes de toutes sortes d'affaires, des chicanes de voisins. Il y a du monde qui se sentent des fois opprimés, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les services qu'ils devraient avoir, puis ça entraîne toutes sortes de problèmes. Et assez souvent, malheureusement, ça se ramasse en cours, ces affaires-là, puis là, les problèmes grossissent, et ça ne marche pas. Puis je peux vous dire que j'ai déjà été maire, ça fait que je sais un peu là, que tout ce qui peut arriver. Il y a des fois, il y a des choses cocasses, il y a des fois, il y a des choses drôles. Il y a des fois aussi que j'ai vu des affaires pas mal moins drôles. Puis je vous dirais que la pire des choses qui peut arriver, c'est d'aller en cours quand on a un problème. Fait que pour régler ça, les municipalités ont décidé de mettre en place un service de médiation dans lequel il y a un médiateur qui rencontre les deux parties puis qui cherche à trouver une solution qui va faire que les deux vont être gagnants-gagnants ou à tout le moins perdant possible, comme on dit, parce que ça, c'est toujours mieux que de se ramasser en cours, parce que quand tu te ramasses en cours, il y a un gagnant puis un perdant, puis là, la chicane n'est pas finie parce que celui qui a perdu veut se revenger, ça n'arrête pas. Alors que le service de médiation, c'est fait pour arrêter cela. Alors moi, je dis bravo à ceux qui ont mis en place ce service-là. Puis j'invite les autres municipalités qui n'ont pas encore le service à en faire la demande. Le service de médiation est offert gratuitement. Puis d'après ce que j'ai pu voir, c'est que dans 90 des cas, on a réussi à trouver une solution. C'est tout un succès. J'espère que ça va continuer. On parle maintenant d'un article sur la politique que j'ai bien aimé dans Le Devoir du 16 septembre, durant la campagne électorale qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. C'est un article d'un jeune étudiant à la maîtrise en communication à l'UQAM. Son nom, c'est Pawan Alexandre Morin. Il se sert des propos d'un philosophe qui s'appelle Bruno Latour, qui est aussi un anthropologue et un sociologue français. Puis je vous rapporte les propos les plus intéressants qu'il a dit dans son article, qui s'intitule « Les citoyens en demandent-ils trop à leurs politiciens ?» Dans le fond, c'est que là, au moment où de plus en plus de gens se demandent s'ils sont bien représentés par leurs politiciens, puis qu'ils se demandent si, dans le fond, ils peuvent leur faire confiance, notre ami M. Morin dit que peut-être qu'on en demande trop aux politiciens. C'est que là, est-ce que c'est possible de représenter tout le monde? Est-ce que c'est possible de représenter 50 000 personnes différentes dans lesquelles il y a des retraités, il y a des jeunes, il y a des hommes, des femmes, des ruraux, des urbains, des végétariens, des carnivores, des chasseurs, des anti-chasses, etc.? Pas facile, ça, de représenter tout ce beau monde-là. Puis, c'est sûr que ce qu'on souhaiterait, c'est que le politicien ou la politicienne qui nous représente puisse dire ce que nous autres, on aurait dit sur tel sujet. Bon, c'est ça l'objectif qu'on doit avoir, mais avez-vous pensé à la difficulté d'être capable de dire ça pour toutes sortes de mondes différents? J'ai été député pendant longtemps. J'essayais d'avoir un discours le plus rassembleur possible. Mais ce n'est pas possible de représenter tout le monde. Puis je peux vous dire que j'ai vu toutes sortes d'affaires. Il y a même un jeune qui m'avait téléphoné à un moment donné qui voulait que je décolle un parti politique avec ses idées à lui, parce qu'il disait qu'il n'y avait aucun des partis qui le représentait. Mais lui, il n'avait pas le temps de le décoller. Il fallait que ce soit un autre qui décolle ça à sa place. Fait qu'on est très exigeant envers les politiciens, mais je vous dirais, essayez de vous mettre dans la peau d'un politicien ou d'une politicienne qui doit représenter 50 ou 60 000 personnes différentes. Grosse job. Bonjour, M. Desmarais. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation d'Option Région. Vous êtes géographe, spécialiste en matière d'aménagement du territoire. Vous avez fait une carrière au sein du ministère de l'Agriculture pendant plusieurs années et vous êtes maintenant consultant dans une firme qui s'appelle En Vague. Pour les auditeurs, malheureusement, on n'a pas d'image. L'entrevue se fait par téléphone. On commence, M. Desmarais. Dans le cas de la dernière campagne électorale, vous avez publié une lettre d'opinion dans la Presse Plus, une lettre qui s'intitulait
le territoire rural abandonné par les gouvernements. Vous avez indiqué que le Québec a subi de profonds changements suite à l'industrialisation et à l'urbanisation. On se rappelle que les campagnes dans les années 60 là, se sont vidées passablement au profit des villes. Est-ce que vous pouvez nous fournir des chiffres sur l'ampleur de ce phénomène là, de dévitalisation, on pourrait dire d'urbanisation? Oui, c'est dans le fond, c'est la période d'industrialisation du Québec qui s'est passée dans les années 60. Mais je dirais l'abandon des fermes avait commencé un peu avant. Des années 40, 41, on comptait au Québec là, 154 000 fermes. En 2016, le nombre n'était plus que 28 000. C'est une disparition de 125 000 fermes en 75 ans. C'est vraiment un record. Là. On ne voit pas ça nulle part. Puis ça veut dire qu'à chaque année, là, il y avait 1600 familles qui quittaient les rangs de la campagne pour rejoindre la ville. Il semblait à cette époque-là plus attrayante, plus attractive, parce que c'était normal. On voulait aller travailler à la ville parce que c'était attrayant. On avait l'automobile qui est arrivé dans cette période-là. Donc, on pouvait facilement se déplacer. Le confort urbain, c'était différent de la campagne. On avait l'électricité avant la campagne. L'électricité arrivait un peu plus tard. Fait que c'était vraiment attrayant pour les gens des campagnes d'aller travailler à la ville. Surtout le salaire qui allait avec. Là. On avait un salaire régulier, puis c'était plus facile. Ouais. Mais en dehors du fait qu'il y avait un attrait pour la ville, du fait qu'il y avait des services, il y avait des emplois, vous dites dans votre texte que, dans le fond, la détérioration de l'habitat rural, ça ne s'est pas fait nécessairement de façon naturelle, mais bien parce qu'il n'y a jamais eu de véritable politique de maintien des populations rurales. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou nous en dire un peu plus par rapport à ça? Oui, puis je dirais que c'était quasiment l'inverse. On vidait les campagnes, on était conscient de vider les campagnes, et ce qu'on faisait dans ces années-là, avant un peu la réforme Parent, on a fermé les écoles d'agriculture dans les années 60. On a pris nos enfants dans les campagnes, les jeunes ruraux, on les a mis dans un autobus jaune. On leur fournit un billet, allez seulement. Vous n'allez pas avoir de retour. Fait que nos jeunes ont quitté la campagne pour s'en aller étudier en ville, c'était bien correct, mais il aurait fallu penser aussi leur trouver un emploi ou leur demander de revenir à la campagne. Et un peu plus tard, ce qui s'est passé, c'est dans les années 70-80, la rigidité de la loi sur la protection du territoire agricole qui empêche, dans le fond, l'établissement des petites fermes. Et on ne peut pas faire de subdivision. Mais avant de parler de ça, justement, j'ai cru comprendre dans une entrevue que vous avez donnée à Radio-Canada que la première version de la loi sur la protection du territoire agricole devait tenir compte de la qualité des terres en termes de fertilité, mais que par la suite, on a laissé tomber ce critère-là. Est-ce que j'ai bien compris? Puis, dans le fond, c'est que quelles ont été les principales conséquences de ce fait-là? Oui, vous avez bien raison de mentionner ça. C'est que les premiers travaux de zonage agricole commandés par le ministre, à l'époque, c'est le ministre Normand Toupin, avaient comme objectif de protéger les sols agricoles et également d'empêcher les activités des centres urbains là, de s'étendre dans la zone agricole. Vraiment de protéger les sols fertiles. Mais là, quelques années plus tard, il y a un ministre qui a changé. Là, il ne comprenait pas trop ça. C'était difficile, la notion de fertilité des sols. Il dit, ce qu'on va faire, on va tout mettre ça vert. Puis après ça, on va nommer des gens spécialistes, soi-disant spécialistes, des commissaires, qui vont au mérite retirer les sols qui ont peu de valeur. Juste pour donner un ordre de grandeur, les sols fertiles, il y en a pour 2 500 000 hectares. Mais le fait qu'ils ont travaillé, dans le fond, une application de la loi mur à mur, ce mur à mur-là, c'est 6 300 000 hectares. C'est beaucoup, beaucoup trop par rapport aux sols qui sont fertiles. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est les sols autour de Montréal qui sont très fertiles, on les enlève progressivement à l'agriculture, mais les sols qui ont peu de fertilité, qui sont dans les hautes comtés, on va dire, eux autres, on les protège, puis on empêche toute forme de développement.
Mais M. Desmarais, ça veut dire que dans le fond, là, ce qu'on appelle les terres de roche avaient quasiment l'équivalent des meilleures terres. Ce qu'on disait, dans le fond, l'important, c'était de protéger une quantité de terre et non pas une qualité de terre. Est-ce que je me trompe? C'est en plein ça. Puis le principe, c'est un principe simpliste. Ils se sont dit, étant donné qu'on ne connaît pas tellement l'impact ou la fertilité des sols, puis c'était surtout des avocats qui étaient dans le portrait, on dit, on va tout mettre ça vert, puis on va en soustraire pour arriver éventuellement à 2 500 000 hectares. Mais ça, c'est vicieux parce que, dans le fond, les commissaires n'ont pas toutes la même formation, ils n'ont pas tous le même contexte pour analyser ces demandes-là, parce que on retire, dans le fond, un peu comme un fromage suisse, on va faire des trous dans le fromage. Puis, à un moment donné, on va arriver avec un fromage qui correspond au sol fertile. Est-ce qu'on peut dire qu'au Québec, il est parfois plus facile de dézoner une excellente terre qu'une terre de roche? D'un certain sens, non, je dirais que c'est l'équivalent, sauf que autour de Montréal ou autour de Québec, autour des grandes villes, les promoteurs ont les moyens financiers, ils ont aussi les ressources pour vraiment monter des dossiers pour qu'ils soient facilement autorisés. Comparativement à un propriétaire terrien qui est au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, qui a un bout de terre, qui veut donner une partie de sa terre à son fils pour qu'il fasse l'agriculture maraîchère ou même qu'il se construise une maison. Il ne peut pas parce que c'est trop lourd, ça demande un effort terrible et aussi un financement. Ça prend 2-3 ans avant d'avoir une autorisation, puis même il n'aura pas l'autorisation parce qu'il n'y a pas nécessairement l'appui technique ou l'appui financier pour arriver à réaliser son projet. Ça veut dire que c'est un peu comme la justice, là. Il y a une justice pour les riches puis une justice pour les pauvres. On pourrait dire qu'il y a un zonage pour les riches puis un zonage pour les pauvres. On pourrait dire ça, oui. À cause justement des règles qui sont trop simplistes, des règles de base qui disent simplement en matière de zonage, ça c'est tout vert, c'est toute une zone agricole, puis on va en retirer au mérite. Comparativement au zonage urbain, où est-ce que là on va avoir des zones permanentes qui bougent pratiquement pas, puis on va en avoir plusieurs. Tandis que là, c'est l'inverse. On a un grand territoire, puis on retire les zones au besoin ou en fonction des dossiers qui sont déposés. Fait que c'est pas toujours des dossiers qui sont, je dirais là, qui ont l'intérêt de conserver des bons sols agricoles. Dans votre lettre d'opinion, vous dites également qu'il n'y a aucun gouvernement qui a prévu des mesures visant à développer des activités qui auraient pu contribuer à maintenir des populations en territoire rural. Vous dites que même que la plupart des investissements sont toujours faits pour la ville, puis que dans le fond, on dirait qu'il n'y a rien de trop beau pour la ville, mais qu'il n'y a jamais d'argent pour la campagne. Est-ce que ça ressemble à ça? C'est ça. C'est ça qu'on pourrait mentionner, c'est qu'on fait un peu d'historique à partir des années 50, là. On révolutionne le Québec, on fait des industries, puis là, on construit des autoroutes là, à grands frais, on finance des parcs industriels. L'emploi est vraiment en ville, est concentré en ville. Fait que l'espace rural est oublié. Malgré tout, on a des nombreuses ressources, mais à cette époque-là, durant toute cette période-là, c'était pas considéré tellement. Maintenant, on commence à y penser un peu plus. Les ressources qui sont les paysages, les ressources qui sont la forêt, mais pas simplement exploiter la pitoune pour l'envoyer aux États-Unis. Ça, c'est vraiment beaucoup plus que ça. La ressource forestière, on peut faire un paquet de choses avec ça. La première chose, c'est l'énergie renouvelable avec la biomasse énergétique. On peut vraiment transformer le bois sur place. On a vraiment grande possibilité. Vous dites qu'au Québec, on a choisi plutôt de développer des méga-fermes avec de moins en moins d'habitants, avec beaucoup d'équipements, mais de moins en moins d'ouvriers, de moins en moins d'habitants, alors qu'on aurait pu faire d'autres choix qui auraient permis de concilier à la fois le développement de l'agriculture, mais aussi l'occupation du territoire. Puis j'ai vu que vous aviez parlé de l'Italie, qui était un peu, en tout cas, qui avait fait des grands efforts par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Italie par rapport à ce que nous autres, on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que nous autres, dans le fond? Nous, ce qu'on a fait, dans le fond, on a copié un modèle qui est le modèle américain, où est-ce qu'on exploite la terre, puis là, on a
introduit progressivement, à partir des années 65-70, la culture du maïs, la culture du soya, un peu plus tard. Puis ça, c'est des cultures annuelles qui sont très, très exigeantes, mais qui demandent aussi beaucoup d'équipement. Cet équipement-là vient des États-Unis, vient d'Europe, c'est tout de l'importation. Fait que dans le fond, la culture du maïs, elle n'apporte absolument rien au Québec. Puis cette culture du maïs-là, dans le fond, pour être rentable, on doit faire des grandes surfaces. Puis là, on est obligé d'agrandir la ferme, on est obligé de racheter un autre tracteur, on est obligé de racheter une grosse moissonneuse-batteuse. C'est toujours un cercle vicieux, puis plus on va, plus on agrandit. C'est vraiment ce qu'on appelle le modèle américain. Il faut changer ça pour un modèle davantage axé sur l'alimentation des êtres humains. Puis là, ce qui se développe de plus en plus au cours des années qu'on vit, c'est l'agriculture biologique, avec une croissance de l'ordre de 15 % par année. C'est vraiment impressionnant. Sauf qu'on ne l'a pas fait au Québec, mais par contre, l'Italie, à partir de 1995, ils ont dit, nous autres, on fait le virage. On prend la moitié du budget du ministère de l'Agriculture, puis on verse ça dans la conversion des fermes pour qu'ils deviennent fermes biologiques, et aussi pour le maintien pendant une période de 4-5 ans. Fait que l'Italie, en 1995, il y avait 600 fermes bio qui cultivaient 5000 hectares. En 2015, après un effort financier important, puis aussi un soutien technique. Le ministère de l'Agriculture a mis tout son personnel, les agronomes, etc. Ils ont mis son personnel à l'œuvre, puis ils ont réussi à monter les 600 fermes à 52 500 fermes. Qui cultivent, encore en 2015, 1 500 000 hectares. Ça, c'est une croissance de 300 %. 300 %, c'est énorme. Au Québec, le dernier gouvernement qu'on a eu, lui disait, on va doubler. On va simplement, je dis 300 %, c'est pas 300 %, c'est 300 fois le nombre de fermes. Ici, on veut simplement le doubler, le multiplier par 2. C'est timide comme, je dirais, comme objectif, comparativement à ce qu'a fait l'Italie. Et plusieurs pays européens aussi ont suivi la même tendance. Vous dites aussi qu'avec notre agriculture industrielle, là, il y a un prix à payer avec la pollution, parce que dans le fond, c'est que là, comme on dit, on produit des grands rendements, là, mais avec souvent des cultures uniques, puis il y a des coûts extrêmement importants par rapport à la dépollution qu'on devrait faire. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait illustrer là, ce problème-là? Quelque chose de combien ça peut coûter pour dépolluer une rivière actuellement polluée par l'agriculture? Vous voyez, les cultures qui sont, dans le fond, le maïs et le soya, vont laisser le sol à nu pendant 7-8 mois par année. C'est énorme. Et ça, c'est dans les périodes où est-ce qu'il y a plus de ruissellement. Donc, les fertilisants qui sont dans le champ, les grains de sable, tout ça, ça s'en va aux rivières. Puis les rivières, pour contrer, dans le fond, les phénomènes de pollution ou pas empirer la pollution, toutes les rivières au sud du Québec, on empêche les bassins versants de ces rivières-là, on empêche avec un règlement qui interdit toute forme de mise en culture nouvelle. Ça, c'est dû justement à, dans le fond, la problématique de la culture du maïs et la culture du soya qui sont laissés les sols sans protection. Et pour restaurer un bassin tel que la rivière Yamaska, là, pour vraiment avoir un taux de pollution zéro ou acceptable, là, où est-ce qu'on les jeunes pourraient se baigner dans la rivière ou aller à la pêche, ça va coûter 4 milliards de dollars. Des estimés qui ont été faits pour corriger la situation. C'est vraiment astronomique comme coût. Parce qu'on a utilisé une agriculture plus industrielle qu'une agriculture conventionnelle. Ça veut dire ça qu'on devrait, dans nos calculs, pas juste se demander quelle culture apporte le plus, mais aussi, dans le fond, celle qui a le moins de dégâts possibles. Oui, le moins d'impact sur l'environnement. Parce que ça, tout le monde en souffre. Hein. C'est pas juste les agriculteurs qui voient le cours d'eau qui est rendu brun, mais ce sont les pêcheurs, ce sont les citadins qui prennent les eaux dans cette rivière-là pour la traiter, pour la boire. C'est la source d'eau potable. Ça coûte de plus en plus cher parce que l'eau brute qu'on prend dans la rivière est de plus en plus polluée. Donc, ça coûte des fortunes à dépolluer. Fait que toute la société paye le prix d'une agriculture qui est trop industrialisée là, ou qui est axée vers un modèle américain.
Justement, en parlant de modèle américain, vous dites qu'aujourd'hui, il semble plus facile d'acheter un condo ou une maison en Floride que de construire une résidence secondaire sur un territoire rural. Pourquoi c'est comme ça? Puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer ça? OK, vous voyez, pour construire ou acheter un condo ou construire une maison en Floride, c'est assez facile parce que l'État et tous les organismes qui sont autour de la construction favorisent vraiment, aident le citadin à se construire une maison assez facilement. Comparativement ici, où est-ce qu'on fait face à toutes sortes de réglementations qui empêchent, dans le fond, le jeune de vouloir s'établir. Il y a plein de barrières, puis là, pour les franchir, c'est long, puis c'est coûteux. Puis des fois, c'est impossible, là. Comparativement aux États-Unis, où est-ce qu'il y a une structure d'accueil. Ici, on n'a pas de structure d'accueil, on a plutôt quelques polices qui empêchent justement le développement de ces activités-là en milieu rural. Bien, justement, par rapport à ça, c'est que vous dites qu'on pourrait créer beaucoup plus de richesses avec des petites fermes maraîchères qu'avec des grandes superficies de maïs, comme vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez des chiffres à cet effet là, pour voir combien ça peut rapporter le maïs par rapport à des cultures maraîchères? Oui, la grande culture, qu'on appelle le maïs soya, on prend l'exemple du maïs, là, ça rapporte un revenu brut, qu'on appelle un revenu brut d'un hectare, c'est 1 800 $. Si on compare ça à la culture maraîchère de 1 hectare va rapporter, quand on fait la mise en marché directement, là, va rapporter 42 000 $ l'hectare. C'est pas mal plus payant. Et en plus, la culture du maïs, c'est pas générateur d'emploi parce que ça prend 12,6 heures de travail pour chaque hectare cultivé, comparativement à 2500 heures pour un hectare de légumes bio. La main-d'œuvre, si on peut créer l'emploi au Québec, là, c'est avec la culture bio. C'est beaucoup plus facile. On va cultiver des petites superficies et ça va rapporter suffisamment comparativement aux grandes superficies où est-ce qu'on va cultiver où je connais des agriculteurs qui ont 1000 hectares, 2000 hectares. C'est énorme. Avec ces 1000 hectares-là, on pourrait établir facilement 200-300 jeunes qui pourraient vraiment commencer à faire l'agriculture bio. Mais en parallèle aussi, il faut penser marché. Actuellement, le marché est en pleine croissance. Hein, puis le marché américain, nord-américain, c'est 35 milliards de dollars. Chaque année, les gens dépensent 35 milliards de dollars pour se nourrir bio. Et quand vous allez au supermarché, là, regardez d'où provient votre bio. Là. Ça vient de la Californie, ça vient de l'Espagne, ça vient d'Italie, mais très peu du Québec. Au Québec, il faut aller au marché public, là, où est-ce que des marchés spécialisés. Là. Mais justement, on parle de gouvernement du Québec. On a un nouveau gouvernement récemment élu. Est-ce que vous auriez des suggestions pour le nouveau ministre ou la nouvelle ministre de l'Agriculture? Oui, absolument. Puis il y en a plusieurs, hein, mais pour attirer et retenir les nouvelles générations, là, il est impératif de rendre l'espace rural beaucoup plus attrayant aux yeux des jeunes. Parce que le jeune qui veut s'établir, là, vraiment, il pourrait pratiquer toutes sortes d'activités, puis je vais vous en lister quelques-unes là, rapidement. Le gouvernement actuel là, pourrait vraiment bâtir une stratégie de développement rural durable. On pourrait, premièrement, repenser le modèle de ferme actuel et cibler des secteurs d'avenir avec des productions à haute valeur ajoutée et créateurs d'emplois. Deuxièmement, mettre l'accent sur l'agriculture bio, qui connaît une croissance annuelle fulgurante dans tous les pays industrialisés. C'est 10 à 15 % au Québec. Imaginez, on est à quelques heures de route de Boston-New York. Là. On pourrait facilement les desservir. Miser sur une économie d'habitats dispersés. Au Québec, il y a 724 municipalités là, qui ont en moyenne une population de 845 personnes qui pourraient bénéficier de cette mesure-là. Dans le fond, qui permettait de rentabiliser les infrastructures existantes, les routes, les grains, l'électricité, les téléphones, les transports scolaires, ça existe déjà. On pourrait simplement doubler ces résidences-là, puis ça serait vraiment bénéfique pour les petites municipalités. Ensuite, on pourrait développer un modèle de ferme pour la production de biomasse énergie. La biomasse énergie, c'est une énergie renouvelable. En abondance au Québec, on en a
tant qu'on veut, qui mériterait d'être valorisé davantage au bénéfice des régions. Puis ça, c'est carbone neutre. Là. Vraiment, eux autres, la biomasse, c'est vraiment une énergie propre. Augmenter l'offre touristique et récréative sur le territoire rural. À titre d'exemple, en France, là, la campagne, là, ça représente 32 % des destinations touristiques en raison de l'attrait pour la nature, l'accessibilité de la campagne, la beauté des paysages. Pourquoi on ne le fait pas, nous autres? Pourquoi on n'offre pas cette possibilité-là? Eh bien, M. Desmarais, vous avez de très bonnes idées, puis je dis souvent qu'à Option Région, on est là pour trouver des solutions. Bien, vous y avez contribué grandement. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, très instructif également. Et c'est ainsi que se termine notre émission Option Région. Je vous invite à écouter la prochaine émission. Entre autres, il va être question de Alphonse Desjardins, le fondateur des Caisses populaires Desjardins. Un homme, à mon avis, qui mérite d'être connu. Cette femme a la priorité pour traverser. Mais vous êtes distrait. Vous ne regardez pas la route. Elle n'a aucune chance. Vous la frappez. Votre cœur battra très vite pendant 5 minutes. Le sien ne battra plus jamais. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seule, en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant.